Bonjour Fleur Pellerin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors c'est la deuxième journée de mobilisation pour les éleveurs de Caen. Vous qui en cette période d'été sillonnez la France de festival en festival, est-ce que vous percevez également la détresse dans les territoires des agriculteurs français ? Je l'entends, je la vois et honnêtement, Stéphane Le Foll a alerté depuis longtemps sur la situation extrêmement difficile des agriculteurs qui subissent une triple crise dans un certain nombre de secteurs de l'élevage et dans le lait. Donc il y a des actions qui ont été engagées depuis longtemps sur des aides pour la trésorerie, pour aider les agriculteurs dans leurs difficultés de trésorerie passagère, des banques qui ont été aussi sollicitées pour venir appuyer les entreprises agricoles et puis surtout une négociation, une concertation avec la grande distribution, avec l'ensemble de la filière, pour essayer d'obtenir que les prix puissent augmenter afin de permettre aux agriculteurs d'avoir une activité qui leur permette de vivre. Donc il ne faut pas croire que rien n'a été fait, mais je comprends évidemment ces tensions qui s'expriment aujourd'hui sur le terrain. Mais est-ce que le gouvernement est assez réactif ? Vous qui vous déplacez beaucoup, on a vu Stéphane Le Foll, lui, n'est pas allé à Caen. Mais Stéphane Le Foll a discuté avec la profession agricole depuis des mois. Son bureau est ouvert, il l'a dit à plusieurs reprises. Il a beaucoup vu ces professions, et je le sais parce qu'il en rend souvent compte en Conseil des ministres. Donc la réactivité, c'est aussi de prendre des mesures. Maintenant, l'État, nous ne sommes pas en économie administrée, ce n'est pas à l'État de fixer les prix. Donc il y a aussi une responsabilité collective de la grande distribution, des abattoirs, de l'ensemble de la filière, et c'est à cela que le ministre de l'Agriculture et que l'ensemble du gouvernement essaye de parvenir, mais ça doit être une solution concertée, discutée avec l'ensemble des acteurs de la filière. Alors on va revenir plutôt sur vos dossiers. Le ministère de la Culture est évidemment très engagé sur les territoires et certaines petites communes s'inquiètent aussi de vos projets. Il y a 2 semaines, vous avez présenté en Conseil des ministres votre projet de loi sur la liberté de création, l'architecture et le patrimoine. Et justement, c'est le volet patrimoine qui inquiète certains. En gros, il s'agirait, se plaignent ces détracteurs, d'un désengagement de l'État dans la sauvegarde des zones historiques. Pas du tout, ce n'est pas du tout un désengagement, c'est-à-dire que les missions importantes de l'État, je vais parler en termes simples, mais il y a l'intervention souvent quand un secteur est protégé autour d'un monument historique, par exemple, pour des constructions, des travaux de construction, on fait appel à ce qu'on appelle un architecte des bâtiments de France, donc c'est quelqu'un qui doit donner son avis sur les travaux. Eh bien, cet architecte continuera toujours à donner son avis, parce qu'il est la voix de l'État, il est la voix de la protection et de la sauvegarde du patrimoine. Donc aujourd'hui, en réalité, ce que fait ce projet de loi, c'est qu'il simplifie radicalement le code du patrimoine, le droit du patrimoine, qui était devenu absolument illisible et incompréhensible pour nos concitoyens. Je vais vous donner un exemple. Nous allons créer avec cette loi ce qu'on appellera des cités historiques, c'est-à-dire un nouveau périmètre de protection qui va remplacer des zones qui s'appelaient ZPP-AUP, AVAP et secteur sauvegardé. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Moi, franchement, je n'arrive pas à comprendre. Chaque secteur avait sa réglementation propre. Et franchement, quand on était un habitant d'un quartier qui était dans une de ces zones, comprendre s'il fallait appliquer la réglementation de la ZPP-AUP ou le PLU, le plan local d'urbanisme de la ville, c'était incompréhensible. C'est pas ce que disent les communes, elles ont peur surtout que le financement de l'État s'arrête. Non, en réalité. alors tout cela est absolument faux. Donc moi j'ai eu beaucoup de concertations avec l'ensemble des représentants des communes, que ce soit les petites communes, les grandes communes, les cités qui ont des espaces patrimoniaux. Tout cela n'est pas vrai. Donc non seulement on garde l'intervention de l'État à travers son architecte des bâtiments de France qui continuera évidemment à protéger les espaces sauvegardés et ces fameuses cités historiques qui seront quand même plus agréables. C'est un vocable qui est plus agréable à dire que ZPP-AUP ou autres sigles absolument incompréhensibles. Donc ces cités historiques resteront bien protégées avec l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Et par ailleurs, tout ce qui concerne les études pour le classement, etc., continuera à être payé, enfin ce qui était déjà payé par l'État, continuera à l'être. Donc l'État restera un partenaire des cités patrimoniales, des cités historiques. Donc il n'y a absolument aucune inquiétude à avoir. Moi, je l'ai dit à ces associations. Voilà, donc tout ce qui a été dit pour l'instant, parfois écrit, l'a été à tort parce que mon intention, c'était de simplifier pour rendre les choses plus compréhensibles, mais en gardant une forte exigence en matière de protection du patrimoine. Restons encore quelques secondes sur cette loi, parce que c'est une loi ambitieuse, ça fait longtemps qu'il n'y en avait pas une comme ça au ministère de la Culture. D'autres pointent l'absence d'un volet sur le piratage. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'autres Hadopi, vous n'allez pas lutter contre le piratage ? Mais vous savez, cette loi n'est pas l'alpha et l'oméga de mon action. Ça fait à présent presque 1 an que je suis au ministère de la Culture, et beaucoup de choses ont été faites qui ne passaient pas obligatoirement par un texte législatif. Et par exemple, dans la lutte contre le piratage, je pense que si vous interrogez les professionnels du cinéma, de la musique, je pense qu'ils sont très contents de ce qu'a mené, de l'action qui a été menée par le gouvernement et par le ministère de la Culture. Parce que ce que nous avons fait depuis 1 an, c'est que nous avons concentré tous nos efforts sur la lutte contre le piratage commercial, c'est-à-dire les sites
qui vivent de la mise en ligne illicite de films, d'œuvres piratées. Et donc, nous avons travaillé en particulier avec les annonceurs de publicité pour faire en sorte que plus aucune régie publicitaire ne mette de la publicité, c'était encore le cas, sur des sites illégaux. Nous sommes en train de le faire avec les sites de paiement en ligne, type PayPal, mais aussi l'ensemble des banques, la Fédération bancaire française, pour qu'il ne puisse plus y avoir de mise à disposition d'outils de paiement en ligne sur ces sites pirates. Et donc ça, ce sont des avancées qui ne passent pas par la loi, mais qui sont extrêmement efficaces pour lutter, pour assécher le financement des sites illicites. Alors Pellerin, vous avez beaucoup de gros dossiers. Vous étiez à Avignon il y a quelques jours. Pour une fois, c'est pas le ministre de la Culture qui s'est fait siffler, mais plutôt le patron du festival pour la présentation du Roi Lear. Est-ce que ça veut dire que désormais, il y a un climat d'apaisement avec les intermittents du spectacle ? Alors déjà, moi j'étais à l'ouverture du festival d'Avignon et j'ai assisté à cette représentation du Roi Lear. Il y a eu aussi beaucoup d'applaudissements et moi j'ai beaucoup apprécié cette lecture, qui est une lecture effectivement très originale de Shakespeare, mais que j'ai trouvé une très belle pièce, une très belle mise en scène en tout cas d'Olivier Py. Et c'est vrai que le climat de manière générale était très apaisé. Moi je suis allée au village du Hof, j'ai rencontré un certain nombre d'acteurs. Avec Manuel Valls, encore avant-hier, nous étions avec les représentants des syndicats des professionnels du spectacle. Et bien sûr, ils restent tous vigilants et nous aurons à la rentrée une négociation sur le régime. Il va y avoir des annonces sur le budget du ministère de la Culture, qui sont des annonces toujours très attendues et très importantes, mais déjà... En augmentation qui sera en augmentation, mais les annonces, elles ont déjà été faites en réalité par le Premier ministre et puis par François Rebsamen et moi-même sur la loi en fait sur le dialogue social, qui non seulement affirme pour la première fois dans la loi la spécificité et l'existence de ces annexes qui régissent l'indemnisation chômage des professionnels du spectacle, mais en plus qui définissent de nouvelles modalités de négociation de la convention d'assurance chômage. Et c'est là-dessus, précisément, que reposaient toutes les attentes, parce que jusqu'à présent, les conditions de négociation n'étaient pas favorables au fait de trouver des solutions consensuelles. Donc aujourd'hui, nous avons rétabli des conditions de négociation qui sont, je crois, de nature à apaiser les choses. Et c'est effectivement ce que j'ai ressenti en allant à Aix-en-Provence, à Arles, à Avignon, un peu partout dans les grands festivals d'été. Il y a quelques semaines, vous avez été bousculé par l'affaire Agnès Salle, on le sait, l'ex-patronne de l'INA qui a dépensé des sommes faramineuses en taxi. À la suite de ça, vous avez fait un rappel à l'ordre à tous les patrons d'établissements culturels. Est-ce que vous avez été entendu? Est-ce qu'il y a d'autres abus? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que tout ça désormais est verrouillé et ne se reproduira plus? Vous savez, le risque zéro n'existe pas, mais en tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que j'ai une conception extrêmement élevée de l'éthique que doivent avoir les fonctionnaires. Et je salue leur travail, parce que beaucoup de fonctionnaires se sont sentis aussi peut-être entachés par ces affaires, alors qu'ils font eux-mêmes leur travail de manière extrêmement consciencieuse, avec une très haute idée du service public et un sens de l'intérêt général qui fait que jamais ils n'auraient des écarts par rapport à leur éthique. Se poursuit. Donc, pour Agnès Salle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en tant que chef de corps, en tant que dirigeante des fonctionnaires du ministère de la Culture qui font bien leur travail, de réaffirmer effectivement mon attachement à la responsabilité et à l'éthique qui est celle des fonctionnaires. Je suis moi-même fonctionnaire, donc je partage ce sens de la responsabilité et ce sens de l'intérêt général qui doivent être les valeurs cardinales pour l'ensemble de la fonction publique. Donc il m'a paru absolument indispensable de les réaffirmer, de mettre en place un certain nombre de mesures de contrôle interne ou de renforcer les mesures de contrôle interne pour mieux vérifier ce genre de dépenses, mais qui ne sont pas une monnaie courante dans la fonction publique. Il ne faudrait pas donner l'impression que c'est un cas absolument général dans la fonction publique. La plupart des fonctionnaires font leur travail sans commettre de tels écarts. Autre sujet qui fâche dans ces dernières nominations, que ce soit pour Radio France ou France Télévisions, le CSA a été très contesté. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut réformer le CSA ? Non, écoutez, moi je suis très fière de la réforme qui a été mise en œuvre par ce gouvernement pour rétablir l'indépendance dans les nominations de l'audiovisuel public. Et je préférerais toujours avoir une instance collégiale, dont je rappelle que la moitié des membres ont d'ailleurs été nommés par l'ancienne majorité, plutôt que de quelqu'un qui passe un coup de téléphone depuis son bureau en décidant
purement du fait du prince. Donc moi, je suis très satisfaite de cette évolution. Je pense qu'elle va dans le sens d'un meilleur fonctionnement démocratique, qu'il y ait des choses à améliorer sur la transparence ou la publicité qui est donnée, par exemple, aux auditions ou aux projets des candidats à la présidence d'une grande entreprise de l'audiovisuel public. Cela se peut. D'ailleurs, le CSA a fait quelques propositions. Nous y réfléchirons ensemble avec le législateur, avec les parlementaires. Mais moi, je reste fermement attachée à cette réforme qui était une promesse de campagne du président de la République et qui doit rester la norme parce que c'est ça l'indépendance de l'audiovisuel public. On va terminer sur une belle initiative, une initiative positive. Vous étiez encore hier à Marseille où se déroule l'opération Lire en short. Quel est le bilan aujourd'hui de cette opération? Elle se termine à la fin du mois de juillet, je crois. Oui, donc dit un peu trop tôt pour en faire le bilan, mais c'est une très belle opération parce que nous avons souhaité quelque chose de décalé, c'est-à-dire apporter les livres aux enfants qui n'ont pas la chance de partir en vacances au bas des Tours, mais aussi sur les plages du Prado à Marseille, pour essayer de conquérir et de trouver un public qui n'est pas le public habituel des librairies ou des bibliothèques. Et ce que je peux vous dire jusqu'à présent, c'est que cet objectif-là, il est rempli. C'est-à-dire que nous avons vu se saisir de livres des enfants pour qui c'était la première fois, le fait d'avoir un livre à soi. Et nous avons vu des publics qui ne sont pas les publics des salons de la littérature jeunesse, des librairies et des bibliothèques. Donc, au moins, cet objectif est atteint, c'est-à-dire nous avons créé cette rencontre entre le livre et des enfants ou des jeunes qui n'ont pas le loisir de se retrouver souvent en contact avec des livres. Donc, je suis très heureuse de cela. Fleur Pellerin, merci. J'espère que les Français liront et pas seulement en short grâce à votre initiative. Excellente journée.